Bienvenue à mon ciné balado. Cette semaine au menu, Maria Chapdelaine, The Eyes of Tammy Faye et L'homme idéal. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et de Jean-François Breton. Alors, bonjour Jean-François. Salut Patrick. Petite semaine tranquille en termes d'actualité cinématographique. Il n'y a pas grand-chose qui a fait jaser ou exploser les réseaux sociaux, mais quand même, pour les fans de Harry Potter, je pense qu'il y a une petite nouvelle intéressante, n'est-ce pas? Oui, ben c'est inévitable. Là. On continue les volets des Animaux fantastiques et là, les Warner Brothers ont annoncé le 3e volet qui va s'intituler The Secrets of Dumbledore, on pourrait présumer que ça sera traduit par Les Secrets de Dumbledore, et qui sortira le 15 avril 2022, donc dans 4-5 mois, là, ce printemps. Et petit changement au casting, ça on le savait depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, c'est plus Johnny Depp qui va incarner le vilain Grindelwald, mais plutôt l'excellent Mads Mikkelsen qui fait feu de tout bois. Écoute, qui joue d'excellents méchants, il faut dire. Il avait joué le chiffre dans Casino Royale. Une excellente reprise d'Hannibal Lecter dans la série télé Hannibal. Donc, ça, c'était quand même de gros souliers à chausser. Donc, très content, moi, de ce choix-là. Évidemment, pauvre Johnny Depp qui est rendu très toxique. Alors, je pense que sa carrière est vraiment mise en veilleuse. Et puis, donc, sinon, au niveau casting, c'est pas mal tous les mêmes comédiens qui reviennent, dont Jude Law qui interprète ce jeune Dumbledore. Ouais, ben là, l'intrigue risque de tourner autour de lui. Là. Pour l'instant, on n'a pas annoncé ça plus qu'il faut, mais on devrait s'attendre, j'imagine, à peut-être un premier teaser, là, sûrement dans le temps des fêtes, là, d'après moi. Il y a de bonnes chances. On se fera surprendre avec ça. Probablement avec la Matrice 4. Moi, je miserais un petit 2 là-dessus. Ouais, c'est vrai, proposer ses propres films devant ses autres. Sinon, bonne nouvelle pour Dune, qui a déjà commencé là, à sortir un peu partout à travers le monde, en attendant que nous l'avons ici au Canada. Oui, exact. C'est la stratégie que Warner Bros. A choisie. Là, on sait que parfois, ils sortent sur HBO en même temps, des choses comme ça. Puis là, on dit, bon, à cause de la pandémie, tous les marchés ont comme un trop plein de films. Peut-être vous avez remarqué justement qu'il y a plusieurs sorties chaque semaine. Alors eux, on dit, bon, on va se donner une certaine fenêtre qui est comme septembre-octobre. Puis dans chaque marché international, dans chaque pays, on va trouver la semaine parfaite pour que notre film cartonne, puis qu'il ne soit pas embêté par une autre grosse production locale. Fait que c'est pour ça qu'il est déjà sorti dans plusieurs marchés. Puis le box-office va très bien. Et on s'inquiétait du box-office de Dune parce que c'est le facteur probablement le plus décisif pour que notre bon Denis Villeneuve ait le feu vert pour faire la deuxième partie. Ben oui, il faut rappeler aux gens donc le film de Dune là, qui sortira n'est que la première. C'est une partie 1 en fait. Donc Denis Villeneuve a fait quand même un choix judicieux de couper le roman en 2 parce qu'il est assez volumineux. Mais il n'avait pas de garantie de la part de Warner Brothers qu'il pouvait tourner sa suite éventuelle. Donc, tout fera foi du box-office. Et aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est que le film va être quand même distribué en Chine, qui est vraiment le plus gros marché mondial. Là. Donc, c'est quand même non négligeable quand même, cette nouvelle-là. Alors, ça va vraiment d'augmenter ses chances de pouvoir embarquer sur ce projet-là et nous montrer sa version définitive de l'adaptation de Dune au complet. C'est ça. Alors, on est patient. Il nous reste 3-4 semaines, là, le 22 octobre. Très, très hâte de voir ça, évidemment. Sinon, quelques bandes annonces qui ont retenu notre attention cette semaine, dont une d'un film québécois très attendu qui sortira en novembre. Donc, je pense qu'il se positionne comme le film québécois du temps des fêtes ou presque, là. Il y aura aussi Au revoir le bonheur, là, ça sera les deux trucs. Mais oui, c'est Fred Pellerin, en fait, qui nous propose L'arracheuse de temps, qui est réalisé par Francis Leclerc. Alors, la bande-annonce est toute fraîche, là, elle est sortie aujourd'hui, jeudi, en fait. Puis moi, en tout cas, j'ai bien apprécié ce ton très Tim Burtonesque, si on peut ainsi dire, de la bande-annonce. D'ailleurs, je sais pas la musique, je ne sais pas si c'est la musique originale du film ou si c'est une pièce qu'ils sont allés chercher, mais on est très Danny Elfman. Ouais, exactement. Ça met le ton et l'ambiance. Ouais, je sais pas, l'information est pas disponible, mais ça arrive souvent que pour une bande-annonce, c'est une musique haute juste pour rythmer ce montage-là.
Bande-annonce très efficace aussi, quand on est dans le 1 minute et demie, là, on n'est pas tombé dans le gros 2 minutes et plus, puis on vous montre toutes les blagues puis les intrigues. Non, ça... Une ribambelle de personnages étranges comme Fred Pellerin nous a toujours présenté dans ses spectacles. Ben, d'ailleurs, ça, c'est l'adaptation d'un ancien spectacle il y a plusieurs années. Oui, avec quand même une excellente distribution, dont un Pierre-Luc Funk en curé avec une drôle de coiffure qui m'a bien fait rire. Donc, on trouve également Marc Messier, Céline Bonnier, écoute, là, il y en a plein d'autres, Geneviève Schmidt. Donc, quand même, très bonne distribution. Très, très hâte de voir ça. Donc, l'intrigue se passe au tournant du siècle 1910, je crois, dans ces années-là. Évidemment, c'est la mort qui semble visiter le village de Saint-Élie de Caxton. Ouais, puis il y a une histoire de pommier un peu, pas empoisonné, mais peut-être maléfique ou je ne sais trop, avec des pommes bien noires, mais que là, on sent que le village se laisse tenter à croquer la pomme. Alors, L'Arracheuse du temps, je pense que ça va être vraiment un des très bons films québécois à venir à prendre l'affiche. Sinon, ben moi, c'est un petit dada. On va mentionner quand même la sortie de la dernière bande-annonce officielle de Halloween Kills, ce deuxième volet de cette remouture, où on peut ainsi dire de nouvelle suite au film original de 1978 de John Carpenter. Donc, on sait qu'on avait relancé un peu la franchise en 2018, il y a 3 ans. Donc, en écartant toute la panoplie de suites et reboot et remake dans cette franchise-là pour revenir vraiment à une suite originale. Donc, recadrer l'histoire vraiment 40 ans plus tard avec Jamie Lee Curtis qui reprenait son rôle de Laurie Strode. Donc, on la retrouve dans ce deuxième film-là qui, un peu comme le Halloween 2 de l'époque, va vraiment se dérouler dans la même nuit que les événements de Halloween de 2018. Donc, on se souvient que Michael Myers avait été enfermé dans la maison de Jamie Lee Curtis, qui était prise en feu, il était pris au piège là, dans le sous-sol, mais évidemment, il va s'en sortir et continuer sa série de massacres, donc dans le village, dans la ville de Haddonfield. Moi, ce que j'ai aimé de la bande-annonce, mais toi qui semble t'avoir un peu déplu, c'est qu'on nous présente certains personnages du film original, autres que Jamie Lee Curtis, donc qui feront leur apparition. Entre autres, les personnages de Tommy et Lindsay, donc les 2 jeunes enfants que Jamie Lee Curtis gardait dans le premier film. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de ramener ça. Oui, ben c'est pas là-dessus que... Moi, c'est plus, je trouvais que dans la bande-annonce, on voyait beaucoup de kills, là, de tueries, fait qu'elle divulgachait un peu le récit. Fait que si vous attendez avec impatience le film, moi, je vous conseille quasiment de ne pas l'écouter puis de vous laisser surprendre là, dans quelques semaines au cinéma. Moi, par contre, ça me met plus en haleine, puis il faut que je fasse mea culpa. Moi, j'en ai vu aucun de la série Halloween. Cela dit, je comprends que j'ai juste à voir celui de 78, 2018, puis je suis à jour. Là. Je peux le laisser faire, en tout cas pour cette année, le marathon des 2, 3, 4, 5, 6 et... Je te le conseille fortement, effectivement, parce qu'il y en a quelques-uns que tu ne pourras pas rattraper ces heures de ta vie, tellement que c'était mauvais. Mais très curieux de revoir ça. Donc, Halloween Kills qui s'en vient mi-octobre dans les cinémas. Et la suite sera normalement, je pense, prévue octobre prochain. Donc, dans exact. un an. Il y a ce côté-là qui est très intéressant, c'est que c'est le même réalisateur et scénariste qui font les 3. Fait que il y a une vision d'ensemble, il y a une cohérence, là, peut-être comparé à certains Star Wars qui auraient pu choquer des gens, que la direction artistique puis le récit change à chaque fois. Là, on avait une histoire qu'on a clairement définie puis séparée en 3 volets. Ben, c'est le problème des vieilles suites d'Halloween, en fait, puis c'est la même chose avec les films de Vendredi 13, c'est qu'à chaque film, on changeait ou presque que d'équipe, puis chacun amenait sa propre vision de l'histoire. Donc, ça la faisait évoluer dans différents sens, mais sans nécessairement de cohésion entre eux. Là. Donc, ça fait une histoire très disparate. Donc, Halloween Kills... deuxième volet de cette nouvelle trilogie avec Michael Myers. Sinon, en salle cette semaine, quand même un très, très gros morceau. Le film québécois Maria Chapdelaine, qui était très attendu, qui devait sortir à l'origine Noël dernier, si je ne me trompe pas. De mémoire, oui, il a été déplacé quelques fois, mais il me semble la première
sortie devait être Noël 2020. Donc, quatrième adaptation de ce roman de Louis Hémon, que beaucoup de gens pensent à tort qui est un roman québécois. Mais Louis Hémon, en fait, est un Français donc, qui était venu s'installer au Québec. En fait, il a juste demeuré 2 ans au Canada. Il est décédé vraiment de manière tragique, frappé par un train. OK. Donc, puis assez jeune, je pense qu'il est début trentaine. Donc, le roman a même été publié posthume. À l'origine dans un quotidien Le Temps de Paris, donc en espèce de roman feuilleton, repris dans les quotidiens ici ensuite au Québec, mais c'est vraiment sous sa forme de roman, publié en 1921 aux éditions Grasset, quand même, qui était une maison d'édition assez prestigieuse. Et tout de suite, le roman a un excellent succès, c'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, donc quand même assez incroyable. Et il est devenu à tort comme un roman fondateur de la littérature québécoise. Classique de la littérature québécoise, qui parle de nous, mais écrit par quelqu'un d'autre. Mais au moins, il s'était installé ici. C'était pas juste écrit d'outre-mer sur... Non, effectivement, c'est ça. Donc, il avait vraiment demeuré, visiter le lac Saint-Jean, puis ce coin-là. Donc, c'est vraiment suite à avoir travaillé sur les terres, justement comme arpenteur et tout ça. Donc, il a décidé de se lancer dans l'écriture de ce roman-là. Donc, la plus célèbre adaptation, peut-être, évidemment, c'est la plus récente et la seule québécoise, parce que les 2 premières, c'est des films français quand même, il faut le mentionner. Donc, en 1934 et 1950. Mais Gilles Carle en fait une version qui a quand même marqué l'imaginaire en 1983. Par contre, en revoyant la bande-annonce, que je dois avouer que j'ai jamais vu cette version-là, mais j'ai été étonné de voir que les comédiens, il avait choisi Carole Laure pour interpréter Maria Chapdelaine, on retrouvait Pierre Curzi et Donald Lautrec quand même, mais ces personnages-là dans le roman qui sont ados, jeunes adultes. Donc, dans le film de Gilles Carle, ils sont dans la trentaine, sinon quarantaine pour Donald Lautrec. Donc, on est vraiment dans une autre vision du roman. Ben, on y viendra à la distribution, mais c'était un des éléments très importants pour Sébastien Pilote quand il a décidé d'adapter. C'est qu'il voulait vraiment des comédiens qui ont l'âge des personnages, là, pas tomber dans la recette Watatata d'avoir 29 et de jouer 16. Fait que il a passé plusieurs jeunes comédiennes pour le rôle principal de Maria Chapdelaine, justement. Donc, tu mentionnais, c'est un film scénarisé et réalisé par Sébastien Pilote, son 4e film, donc justement lui aussi, plus connu probablement pour Le Démantèlement, qui met en vedette Gabriel Arcan. Je pense que c'est son film qui a un plus grand rayonnement oui, puis c'est sûr que dans la stylistique, si on peut, paysanne campagnarde, il y a un rappel là-dessus, mais plus récemment, il avait fait La disparition des Lucioles, là, il y a pas si longtemps, en fait. Il y a comme 2 ans. Oui, 2 ans à peu près. Je pense que c'est 2019, effectivement. Alors, que retrouve-t-on, Jean-François? Que raconte Maria Chapdelaine? Maria Chapdelaine, c'est une jeune fille de 17 ans. On est en 1910, au nord du lac Saint-Jean. Et la famille des Chapdelaine vit au rythme des saisons, puis essaie de rendre... fertile leur terre, puis se préparer un beau terrain pour pouvoir être autosuffisant. Puis, puisqu'elle est à 17 ans, ben, on voit qu'elle commence à se faire courtiser là, par des jeunes hommes avoisinants, si on veut. Là. Alors, c'est comme son choix est devant le passage de devenir femme, donc de potentiellement quitter la maison puis fonder sa propre famille, là, parce qu'en 1910, ça se faisait jeune. Ouais. Mais d'ailleurs, on sent son éveil sexuel, on peut ainsi dire, devant ce personnage-là, François Paradis. Ouais. On est vraiment devant 3 archétypes là, très classiques de personnages. Donc, François Paradis, qui est le coureur des bois, l'homme sauvage, un peu rebelle, téméraire. Donc, évidemment, Maria va avoir une grande attirance envers ce personnage-là. Mais sans dévoiler un grand punch, va mourir. Parce que dans le fond, le choix se présente devant 2 personnages finalement. Parce que François est un non-choix. Elle ne peut pas aller au bout de ce fantasme-là ou ce désir-là avec lui. Ben, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a déjà, pas une romance parce que c'est très prude à l'époque, mais il y a une attirance qui est déjà là entre les deux. Puis, à ce moment-là, il se retrouve, comme tu dis, entre le choix de le bon voisin, Eutrope Gagnon, joué par Antoine-Olivier Pilon, qui lui est plus, ben non, on va travailler, on va faire notre terre, puis on va vivre... continuité de sa vie, finalement. Un peu, c'est ça. Ouais. Et de l'autre côté, ben, se présente là, le Québécois, mais qui est rendu près de Boston, au Massachusetts, qui travaille dans les factories.
puis qui fait de la bonne argent. Fait que lui qui lui dit plutôt non, tu pourras avoir une vie tranquille, pas besoin de travailler, il y a du divertissement, on est dans un début de mondialisation, pas de mondialisation, mais d'industrialisation, pardon. Mhm. Alors, c'est un peu ça, t'as un peu l'idée de modernité, mais comment elle va se sentir par rapport à elle-même, c'est pas juste le conservatisme puis la nouveauté, c'est aussi être assistante puis de rien faire ou s'émanciper dans la tâche. Oui. Très intéressant. Oui, parce que ça replace un peu cette idée-là de conservatisme versus modernité. Tout n'est pas blanc ou noir dans les deux choix. Puis d'ailleurs, donc, ce personnage-là de Lorenzo, ce Québécois américanisé, annonce justement un peu ce rôle-là de la femme dans les années d'après-guerre, dans les années 50, où les femmes vont quitter leur terre, vont travailler dans les grands... Enfin, leurs maris vont travailler dans les grandes villes, vont s'installer dans les banlieues, donc ils vont être les reines finalement du foyer. Là. Donc, on voit un peu l'avènement tranquillement de ce changement-là de cap pour les femmes. Donc, on a eu la chance de voir le film. Donc, je pense que tous les deux, on a quand même vraiment bien apprécié. Du moins, en fait, son côté très technique, artistique, visuel. Esthétique, ça, j'allais dire. On peut pas passer sous silence le côté visuel aussi. J'ai su que le film a été tourné avec des caméras, je pense, 6K. Quasiment, c'est le premier film au Québec qui utilise ça, quasiment tourné juste utilisé aux États-Unis. Michel Lavaud signe la direction photo, lui qui a fait notamment tous les films de Sébastien Pilote, mais plusieurs autres films au Québec. On est dans un récit contemplatif. Moi, j'ai trouvé quand même que le montage est très rythmé. C'est pas juste une caméra statique, puis on va filmer des gens qui avancent tranquillement. Non, il y a du mouvement, il y a de la beauté, il y a des plans léchés. Mais comme on mentionnait en début, c'est que le film vit au rythme des saisons parce que les personnages vivent au rythme des saisons. On est au Québec, l'été est trop court, l'hiver est trop froid. Imaginez en 1910 quand fallait que vous stockiez des patates puis des carottes pour tout l'hiver, s'occuper du bétail. Quand il y a une tempête de neige, c'est la fin du monde, tu penses à tes enfants qui sont dans le bois en train de scier, je sais pas trop où, à des kilomètres. On ressent vite cette émotion-là, je trouve, ne serait-ce que par l'image, par l'incarnation des personnages. Parce qu'il n'y a pas tant de dialogue, mais il y a beaucoup de jeux de regard, puis de réflexion. Ouais, c'est un film, tout repose sur l'intériorité des personnages, effectivement. Et ce que j'ai aimé, c'est que dès le générique d'ouverture, on nous plonge dans cette ambiance-là, de cette époque-là, alors que les personnages quittent la messe pour regagner leur petit coin de terre, puis là, on se promène à travers les paysages enneigés. Donc, c'est vraiment c'est superbe. Le film est vraiment magnifique. Toute la recréation de l'époque est tellement bien faite. On nous plonge vraiment à ce moment-là et on se dit qu'on est vraiment chanceux d'être au Québec en 2021 quand même. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment quand même une excellente recherche quand même de la part de Sébastien Pilote dans sa réalisation. Vraiment de très beaux plans, mais qui évoquent des choses. Oui, vraiment, je pense un film à voir sur grand écran, là, ça c'est indéniable pour vraiment apprécier les paysages, l'ambiance, le ton. Et quand même, il faut mentionner les comédiens aussi qui sont vraiment très très bons. Et surtout, en tête de liste, notre Maria, Sarah Monpetit. J'étais estomaqué d'apprendre que c'était vraiment un premier rôle pour elle parce qu'elle est encore étudiante. Étudiante au cégep en théâtre. Mais ça fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière, assurément. Puis elle a eu le rôle grâce à un casting sauvage. Dans le fond, ils avaient fait un appel à tout le monde qui voulait soumettre une audition. Et finalement, le processus a pris quand même 1 an, qu'elle disait, lors d'une entrevue. Donc, ça a été assez long. Je pense qu'elle a fait comme 3 ou 4 essais, tout ça, rencontre avec le réalisateur. Donc il y a vraiment déniché un nouveau talent qui va être à surveiller. Puis, si vous voulez en savoir plus, dans le magazine Mon Ciné, il y a également une entrevue avec le réalisateur Sébastien Pilote. Aussi, je pense, un cinéma vu par Hélène Florent, qui joue la mère de famille. Et que j'ai vraiment aimé, qui est la force tranquille de ce film-là.
Juste dans ses regards, ça évoque beaucoup de choses, son personnage, qui a un mélange d'une certaine amertume, parce que c'est un personnage qu'on sent qu'il est éloigné, je pense, des gens qu'elle aime. Elle aime, je pense, quand même, une certaine vie sociale. Donc, elle s'ennuie, comme on dit, des bonnes vieillies. C'est ça. Là, tu parles de la mère de famille. Ouais, la mère de... Oui, c'est ça. C'est Laura Chapdelaine, c'est ça? Ouais, donc il trouve quand même ça dur, ce vie plus austère, d'être coupé des autres gens du village et tout ça, mais qui a un amour quand même pour son mari indéniable, donc un respect un envers l'autre. Donc, mais c'est souvent dans ses regards, elle ne parle pas beaucoup, mais juste sa prestance physique, tout parle, tout veut dire. C'est ça. Fait que, ouais, des fois, on dirait que les drames, on les voit de haut pour ce qui est du cinéma, là, tu peux écouter ça maintenant à la télé, mais c'est vraiment... c'est une réalisation grandiose, j'oserais dire. Là. Ça vaut vraiment le détour d'une sortie cinéma pour ça. Peut-être juste pas vous prendre une trop grosse liqueur avant le film, mais quand même un peu plus de 2h30. Oui, donc on vous conseille d'aller faire un petit pipi avant, parce que c'est assez long. Puis juste mentionner aussi donc quand même la scénarisation de Sébastien Pilote, parce qu'à la base, on doit se le dire quand même que Maria Chapdelaine, c'est quand même un roman qui est un peu drabe, là, si on peut se dire. Ouais, c'est un peu mal aimé. Là. Il y en a plusieurs, sûrement sans doute, qui ont dû le lire au cégep dans des cours de français et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas une commande qu'on a donnée à Sébastien Pilote. C'est lui, je pense qu'il expliquait que c'était pendant la préparation au démantèlement. Il était dans un chalet. Ce livre-là traînait. Il s'est mis à le relire. Il l'avait déjà lu dans sa vie. Puis il a fait, c'est fantastique. Ouais. Comme il le voyait en image, il dit, il faut que je le fasse. Comme il a dit, même, il a beau avoir été adapté 3 fois auparavant. Même s'il avait été 10 fois, j'aurais voulu être la 11e fois. Il fallait que je le fasse. T'sais. Et ça se sent. On sent l'amour qu'il y a pour ce récit-là à l'écran. Un autre film quand même qui mérite notre attention, c'est The Eyes of Tammy Faye. Tammy Faye, c'était la femme du pasteur Jim Bakker. Donc, eux qui ont eu leur heure de gloire à la télévision américaine à la fin des années 70 et surtout dans les années 1980. Moi, j'ai un souvenir d'eux et surtout de leur déchéance, leur chute, parce que dans le fond, on raconte un peu leur vie. Donc, ils se sont rencontrés au début des années 1960, ont fondé cet empire-là de télé-évangélistes, évidemment, qui est très populaire aux États-Unis. Oui. Ils ont même fondé, dans les années 80, un parc thématique chrétien, un thématique chrétien, Heritage USA. Oh, OK, tu l'ignorais, celle-là. Ouais, donc, pour ceux qui sont amateurs de films de Fletch avec Chevy Chase, donc le deuxième, Fletch Lives, justement, ils visitaient un parc qui était une parodie de ce parc-là de Jim Bakker et Tammy Faye. Évidemment, écoute, ils roulaient sur l'or. On estimait qu'ils recevaient jusqu'à 1 million de dollars par semaine de dons de leurs fidèles. Aïe, aïe, aïe. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? Souvent, on a tendance à détourner l'argent et à vivre un peu frauduleusement, de cacher cet argent-là du gouvernement. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce qui a déclenché même tout ça, c'est un scandale sexuel parce que Jim Bakker avait été accusé de viol sur la secrétaire de l'organisme de l'Église et il a payé un montant d'argent en secret qui n'avait pas été divulgué au conseil d'administration. Et ça a mis en lumière donc tout ce côté frauduleux de sa façon de gérer l'argent. Donc, ça a amené à sa chute, évidemment, de son empire. Lui a été incarcéré en prison. Tammy Faye l'a divorcé. Et elle était vraiment un personnage très médiatique. Moi, je m'en souviens donc de ses sorties, de ces entrevues-là qu'elle avait menées à cette époque-là, souvent en pleurs, parce que c'était une personne qui était très exubérante. On le voit tout de suite dans le film là, avec c'est Jessica Chastain qui incarne... Tammy Faye, beaucoup on y a mis du maquillage, de la fausse chirurgie plastique, des prothèses et autres, là, au fil de l'avancement de l'histoire, du récit. Puis, c'est fascinant. Là. On la perd dans le personnage. C'est sûr que les prothèses aident, mais c'est vraiment une superbe incarnation. Là. C'est une grosse performance. Même chose pour Andrew Garfield. C'est sûr qu'on reconnaît plus, lui, son faciès. Qui est un drôle de choix, a priori, quand même, parce que,
C'est sûr qu'il était beaucoup associé avec son rôle de Spider-Man il y a quelques années, mais quand même, depuis quelques années, il tourne beaucoup de films plus indépendants. C'est comme réinventé un petit peu. J'aurais pas pensé à lui, honnêtement, pour interpréter Jim Baker, qui est vraiment un télé-évangéliste sudiste, Caroline du Sud et tout ça, alors que Andrew Garfield est un Anglais, un Britannique, mais il se tire vraiment bien d'affaire. Puis effectivement, dans la bande-annonce, ce qui ressortait beaucoup, c'est leur transformation physique, parce que le film relate vraiment leur rencontre des années 60, donc c'est sur 30 ans de vie. Et on les voit vraiment vieillir dans la bande-annonce. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, pourquoi on porte le regard plus sur Tammy Faye que James Baker? C'est que Tammy Faye est devenue quand même une icône un peu du monde de la communauté LGBTQ+, dans les années fin 90-2000. Donc, elle était souvent présente dans les parades de fierté gay et tout ça. Et même à l'époque, elle était un peu controversée parce que, malgré ses croyances très fervente et tout ça. Elle manifestait quand même une certaine ouverture envers les homosexuels, envers les gays et surtout les gens atteints du sida, qui est une cause qu'elle portait beaucoup, ce qui était très avant-gardiste dans cette époque-là, dans les années 80, là, surtout pour des gens croyants comme ça, issus de l'Église. Donc, vraiment, avec c'est un petit pan de vie de la culture populaire américaine qui est porté à l'écran par Michael Showalter, qui n'a pas nécessairement une grande feuille de route si impressionnante que ça, plus connu comme le co-créateur, puis il jouait également dans le film Hot Wet American Summer, qui est devenu un petit film culte dont Netflix avait diffusé une petite mini-série, c'est ça. Ben, ils avaient une petite série web puis que Netflix avait rediffusé là, il y a quelques années. Donc, voilà. Fait que c'est un film quand même qui a fait jaser de lui dans différents festivals. Mais c'est vraiment plus... C'est le genre... si on se projette là, dans quelques mois, souvent aux Oscars, on va se souvenir de certaines performances. On voit beaucoup dans les biopics, les films biographiques comme Renée Zellweger il y a quelques années, puis l'an dernier j'ai un blanc là, comme ça. Mais on pourrait s'attendre encore, comme il y avait Respect il y a quelques semaines, ben là c'est la même chose. Là. On pourrait se souvenir de Jessica Chastain au moment de voter pour la performance, l'incarnation, exactement. Le film est très bien, surtout... Et autant si vous, comme Patrick, vous vous souvenez de cette époque-là, moi j'ai plus connu les pastiches plus tard dans les années 90, mais que d'en apprendre justement là-dessus. Puis comme tu as dit, c'est comme leur histoire, mais toujours de son côté à elle, on penche plus vers elle, dans les yeux de Tammy Faye, In the Eyes of Tammy Faye, qui est aussi probablement un jeu de mots à l'utilisation abondante de fard à paupières. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, qui est inspiré d'un documentaire sorti en 2000, qui portait le même nom d'ailleurs. Donc, si jamais ça vous tente d'en connaître plus sur ce personnage-là, donc il y a ce documentaire-là qui existe, mais sinon sur YouTube, il se trouve des multitudes de vidéos d'entrevues avec eux. Sinon, un film allemand qui prend l'affiche L'homme idéal. Oui, L'homme idéal, connu aux États-Unis et en anglais pour I'm Your Man, et en allemand, je vais m'essayer, Ich bin dein Mensch. Ouais, L'homme idéal, qui est une comédie romantique à sauce de science-fiction. Oh. Fait qu'on n'est pas dans un vaisseau de l'espace, mais plus dans des humanoïdes conçus pour répondre à nos désirs. Alors, c'est l'Allemande Maria Schrader qui réalise le film. Est connue plus en tant qu'actrice, mais elle avait également réalisé la mini-série là, sur Netflix Unorthodox, qui a eu un grand succès il y a quelques mois. Ouais. Et elle coécrit le scénario également. Alors, c'est présenté en version originale allemande, en sous-titres anglais ou français, là, selon votre cinéma et votre région. L'histoire, c'est pour gagner un peu d'argent, il y a une jeune femme qui accepte de tester, là, un peu comme des tests de médicaments, mais elle, pour quelques semaines, de tester ce nouvel androïde prototype robot conçu pour être le conjoint idéal. Fait qu'on comprend qu'elle elle veut pas tant jouer, elle veut plus juste le faire puis avoir la paye, fait qu'elle rentre pas dans le jeu de rechercher le conjoint idéal, mais elle va peut-être se laisser prendre malgré elle, puisque c'est
un peu trop beau pour être vrai. Surprenant de voir que l'androïde est joué par Dan Stevens, qui est aussi un acteur britannique, connu, il était dans la dernière version de La Belle et la Bête, mais principalement dans Downton Abbey. Et lui, ben, ça donne juste qu'il est très fluent en allemand. Là. Dans sa jeunesse, il a appris ça, il a été bien éduqué, fait que ça lui permet de jouer. Mais sur le casting, c'est super parce qu'il est très... quand même une physionomie affilée, un peu comme quand Michael Fassbender jouait des robots dans les Aliens. Là, ben là, il est moins le côté musclé, mais c'est ça, c'est un bon prototype pour ça. Sa coupe de cheveux léchée à l'arrière, il a l'air de sortir d'une boîte de carton. Là. C'est fascinant. Fait que le film nous rappelle, c'est pas aussi intense que Ex Machina, mettons, là, où là, on était vraiment dans la plus philosophique de l'intelligence artificielle puis feinter des émotions. Là, on prend pour acquis que déjà, oui, il va faire semblant de faire de vivre des émotions, mais si ça devient si réel, est-ce que c'est vrai finalement? Si nous, on le perçoit comme réel? C'est un film qui porte à réflexion, mais dans un traitement assez léger, assez candide. Donc, ça, c'est d'abord un peu une comédie romantique plus qu'un gros film de science-fiction là, à la Philip K. Dick ou autre. Fait que ça s'adresse à un large public, c'est ça. D'ailleurs, le film a été présenté à la récente Berlinale au printemps. Puis, ils sont ressortis avec la statuette de la meilleure... c'est même pas meilleure actrice, c'est meilleure jeu. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est la comédienne... qui l'a remporté, c'est Maren Eggert. C'est juste qu'eux, il n'y a pas de distinction entre le meilleur acteur, la meilleure actrice. C'est juste la meilleure performance dans un film. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, ouais, justement, sur elle qui a sa brisure. Puis lui, de son côté, Dan Stevens joue beaucoup autant très naturel et chaleureux. Il va avoir des mimiques très saccadé puis stoïque comme un programme, comme quand t'es rendu, ben là, il faut que je m'assoie, fait que là, je m'assois, tout est, la séquence est robotisée, si on veut. Fait que, non, c'est vraiment, franchement épatant comme jeu et comme idée. Oui, tout à fait, c'est très original et en même temps annonciateur de peut-être ce qui s'en vient parce qu'on sait que au Japon, entre autres, ces fameuses poupées sexuelles-là qui ont de l'air très réelles, il faut se le dire, là, mais il n'y a pas encore d'interaction nécessairement, mais ce n'est qu'une question de temps avant que la robotique se développe assez pour que ça arrive. Ben, c'est ça, le film, on peut le traiter aussi comme on a tous ou presque là, des téléphones cellulaires qui finalement nous répondent pas vraiment, là, sauf si vous utilisez les... Je nommerai pas les termes, pas que ça active vos téléphones, là, mais si vous utilisez les petits noms personnels, vous pouvez poser des questions et tout. Mais, d'une certaine manière, nos cellulaires sont quasiment nos confidents, là, et c'est eux qui savent tout ce qu'on cherche, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Ben, si cette personne-là nous répondait réellement, que physiquement, elle savait qu'est-ce qu'on veut, puis qu'elle ressemblait à ce qu'on désire, ben... t'as le conjoint idéal, finalement. Mm-hmm. Pourquoi t'entêter à chercher un humain dans une relation quand tu peux bâtir et quasiment programmer ta relation parfaite? Fait que c'est des questions que le film nous laisse en tête. Il n'y a pas le désir d'y répondre pour nous, plutôt. Là. C'est une piste de réflexion très amusante. Sinon, également à l'écran, rapidement, une adaptation d'une pièce de Broadway, pas d'une comédie musicale, mais d'une dramédie. Oui, c'est ça, qui avait quand même connu un énorme succès, je pense en 2016, lors de sa sortie à Broadway, qui avait gagné plusieurs Tony. Donc, on a adapté ça pour le cinéma. Ouais, Cher Evan Hansen. Version française de Dear Evan Hansen. Fait que c'est aussi encore le côté musical là, dans la version. Puis c'est encore Ben Platt qui incarne le jeune protagoniste. Ouais, ça avait quand même jasé un peu parce que le comédien est âgé de 27 ans et il incarne un ado de 17 ans. Donc, contrairement à Maria Chapdelaine, qu'on parlait précédemment, ben lui, c'est parce que comme il l'a joué sur les scènes, ils se sont dit, ben, qui de mieux que lui pour le jouer. Effectivement. Donc, à suivre pour ceux qui aiment ce créneau-là de film. Et dans les autres sorties de la semaine, oui, comme tu dis, le documentaire environnemental Vivre en grand, là, ou version française de Bigger Than Us, qui a fait partie de la sélection officielle de Cannes en 2021, qui rappelle un peu ce que Demain, là, le documentaire il y a quelques années, faisait. Mais là, on est vraiment dans des clivages d'âge cette semaine. Là, c'est plus des jeunes de 17 ans aussi, 17-18 ans, qui font le tour du monde, voir les innovations, puis l'énergie que certains mettent
pour des solutions environnementales. On a Saint-Narcisse de Bruce LaBruce, qui est une comédie plutôt satirique et quand même explicite là, sur comédie de mœurs, disons. Et on peut noter aussi le documentaire Le Silence, distribué par l'ONF, qui est sur les abus sexuels d'un prêtre sur des jeunes hommes dans une communauté en Acadie. Fait que là, beaucoup de témoignages d'eux maintenant qui ont 40-50 ans. Là. C'est une histoire des années, c'est ça, 60 à peu près. Excellent. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode du Mon Ciné Balado. Écoutez-nous la semaine prochaine. Nous vous parlerons entre autres de Venom 2. Ça va être un carnage. Est-ce que tu as hâte à ce film-là, Patrick? Hâte est un très grand mot. Disons plus curieux. Parce que le premier film m'avait... Pas que j'avais d'attente, mais j'avais été vraiment déçu quand même. Des fois, t'as pas d'attente, mais c'est une agréable surprise. Mais là, ça avait juste confirmé mes appréhensions. Donc, alors, est-ce que l'arrivée du mythique personnage de Carnage va sauver Venom? Vous le saurez la semaine prochaine. Nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et si vous voulez nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier à commercial monciné.ca. Sur ce, merci Patrick. Hey, bonne semaine. Merci à vous et à bientôt.